Françoise. Bonjour Stéphane. C'est un grand plaisir de te retrouver pour cette troisième édition du festival La Merveille du Mystère qui aura lieu en juillet, du 4 au 7 juillet cette année. Alors ça fait 3 ans d'ailleurs que tu nous suis. La première année tu étais présente Oui. Pour une intervention sur la transmission Le de textes essentiels, d'œuvres essentielles, peut-être aussi d'imaginaire essentiel, on va en parler. Et puis l'année précédente, tu n'as pas pu te déplacer, mais j'avais pu faire une petite interview. Voilà, puisqu'on faisait un hommage à Paul Barbanegra que tu avais connu. Oui. Et donc on avait eu l'occasion d'ailleurs de parler d'Henri Corbin et de Gilbert Durand, on y reviendra. Oui. Et cette année, en fait, tu vas intervenir sur notre thème donc de l'année 2025, qui est l'importance de l'imagination. Alors je crois que ton actualité est tout à fait, mais de toute façon l'ensemble de ton œuvre, je pense, est tout à fait en regard de cette thématique, est un éclairage de cette thématique, puisque tu viens de faire publier, en fait, il y a quelques mois, je pense, en février. En février, voilà, un petit ouvrage très joliment illustré, très synthétique plus que vulgarisateur, très essentiel, qui s'intitule donc Le Graal. Le Graal, tout voilà. Simplement. Cette formule, elle est explicitement présente dans le Rosaire des philosophes, qui est une compilation de textes alchimiques du XIVe siècle, et où effectivement, il est précisé que l'alchimiste voit, c'est une très belle formule d'ailleurs, l'alchimiste voit selon la nature. C'est-à-dire que son regard épouse le travail même de la nature. Ça n'est pas plaqué sur la nature, ce qui serait l'imagination fantastique. L'imagination vera, c'est ce que Paracels, effectivement, a nommé l'Einbildungskraft, c'est-à-dire cette force formatrice, une force qui, à l'intérieur de la nature, produit des formes. Donc tu vois, la référence à Paracels, c'est tout à fait légitime, mais plutôt pour ce qui concerne ce type d'imagination, qui est effectivement une imagination vera et non fantastica, tout à fait. Mais la formule elle-même, c'est dans le Rosaire des philosophes, et il est bien précisé que parce qu'il voit selon la nature, eh bien l'alchimiste justement n'est pas un faiseur d'images fantastiques, tu vois, on associe souvent l'imagination à ça, mais il épouse du regard le travail même de la nature dans la mesure où elle produit des formes. Et où ces formes ne sont pas simplement artistiques, c'est pas simplement beau, elles sont pas simplement belles, ce sont des formes qui ont gardé la trace de la force qui les a fait exister, et ce sont des formes, comment dirais-je, qui portent un message, qui ne sont pas simplement décoratives. Elles portent c'est des informations aussi. Des informations. Donc voilà à peu près l'origine chez les alchimistes de cette distinction. Tu vois, est-ce qu'on peut dire que l'imagination vera, ça correspond est-ce que ça a un rapport avec les images qu'on produit dans nos rêves? Est-ce que les rêves nocturnes que l'on fait sont nécessairement de type de l'imagination vraie, à partir du moment où elles ne sont pas un produit du sujet? C'est ça, c'est-à-dire on peut dire qu'en soi, par nature, le rêve ne peut pas être fabriqué. Il y a déjà ça. Donc, par définition, le type d'imagination qui se manifeste dans le rêve est de toute manière beaucoup plus proche de l'imagination vraie que de l'imagination fantastique, même si le rêve produit des images fantastiques. Mais ça n'est pas une production délibérée, donc artificielle. Alors, en ce sens, oui. Maintenant, il s'agit de savoir... D'où vient le rêve? De quel lieu de la psyché aussi viennent les rêves? C'est ça. Est-ce que, si tu veux, Jung a bien montré que dans le rêve, il y a différents niveaux, différentes couches. Tout dépend si c'est simplement l'inconscient personnel
qui s'y manifeste, auquel cas le rêve sera en général davantage porteur des problématiques personnelles de la personne, ou autrement, si le rêve véhicule des images de l'inconscient collectif, c'est-à-dire des archétypes. Oui, d'où la distinction chez les anciens des petits rêves et des grands rêves. Des songes. Oui, mais aussi, je crois, le terme de grand rêve était utilisé, c'est l'équivalent des songes en fait. Voilà. C'est ça. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les anciens considéraient effectivement, même s'ils n'avaient pas la terminologie de la psychanalyse pour ça, mais ils considéraient effectivement qu'il y avait des rêves qui ne parlaient que de la personne, de ses problèmes, de ses angoisses, etc. Et puis, il y avait des rêves, ou des grands rêves, ou des songes, soit qui étaient envoyés par les dieux, quelquefois même c'est le Dieu en personne qui intervenait dans le grand rêve, et ils avaient de toute manière un rapport avec le destin. C'est-à-dire que ce qui se disait là engageait la destinée de la personne sur un plan spirituel aussi en particulier, mais pas seulement. Est-ce qu'en s'engageant dans une bataille, par exemple, c'est le cas d'Hector, il lui est annoncé quasiment sa mort. Enfin, donc ça va bien au-delà des petits problèmes personnels. Tu vois, c'est vraiment une question de destinée. Ouais. Et puis il y a l'idée que l'information, elle est opérative. En quel sens ? De sa destinée, individuelle ou collective. C'est-à-dire que l'information qui est reçue par les rêves, elle va participer à un déploiement, un processus de transformation. Enfin, si elle est reçue. Oui, si elle est reçue comme telle. Et intégrée aussi. Si on ne passe pas à côté. Je veux dire que il faut entendre le message. Si tu ne l'entends pas, tu passes à côté de toi-même. Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est comme les images du rêve. Selon, je dis qu'elles émanent d'une couche plus ou moins profonde de l'inconscient. Oui. Ou sur les images qui viennent de l'extérieur à travers les symboles. Je pense par exemple au symbolisme du patrimoine que je travaille de mon côté. On peut ne pas regarder, on peut ne pas capter quoi que ce soit. Au contraire, on peut finalement être un petit peu sollicité par ces images et puis commencer à essayer de comprendre ce qu'elles peuvent vouloir nous dire et puis tirer les fils comme ça pour développer sa propre... C'est pour ça, moi j'insiste beaucoup, et dans ce petit livre en particulier à propos du Graal, puisque c'est une petite collection qui a été créée par les éditions d'Hervy, autour du symbole, des grands symboles qui ont fait notre histoire. Bon, c'est qu'en fait, un symbole, pour être réellement symbolique, pour avoir la charge symbolique, il faut qu'on soit capable de le déchiffrer comme tel, c'est-à-dire qu'il parle comme étant un symbole. Autrement, c'est une image parmi d'autres. Ça veut dire que la lecture des symboles, c'est une herméneutique. Oui, c'est ça, l'herméneutique. Voilà. Oui. Et si tu n'es pas réceptif à ce type de lecture, tu passes à côté des symboles. Et à ce moment-là, ce ne sont plus que des objets utilitaires, réels. Après tout, le Graal, c'est jamais à l'origine qu'un plat creux dans lequel on servait à manger, originellement, si tu veux. Donc, c'est le regard que tu portes aussi sur un objet, sur un signe, qui fait que tu le perçois comme symbole. Ouais, c'est l'image du vase, d'ailleurs, c'est très intéressant, du symbole en creux, comme réceptacle aussi de sa propre projection. C'est-à-dire si on n'en fait rien, si on est juste un petit peu comme Perceval, témoin du passage de quelque chose. Absolument. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus précisément de cet ouvrage sur le Graal ? Finalement, quel était ton propos ? Qu'est-ce que tu as voulu mettre en exergue sur ce mythe qu'on connaît parfois, on a l'impression de trop connaître, puis finalement, on ne connaît pas si bien que ça. Alors, qu'est-ce que toi, tu en as C'était d'abord une espèce de défi, parce que c'est un tout petit livre, il fallait se concentrer sur l'essentiel, et la légende du Graal a donné matière à une littérature extrêmement abondante. Le moindre roman fait 500, 600, 700 pages. Bon. Donc, c'est une véritable forêt de livres qui sont chacun très touffus,
avec énormément de personnages, etc. etc. Donc c'est une littérature énorme, et il fallait en tirer une espèce de quintessence. Parce qu'en fait, c'est comme si tout partait en fait d'une image archétypale qui a une puissance phénoménale, un petit peu comme l'agneau, pas l'agneau, l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux. On part d'un élément qui a une charge archétypale énorme, et après il y a un déploiement comme ça de lecture et de... Moi, ce que j'ai voulu surtout montrer, si tu veux, c'est que il n'y a pas de Graal s'il n'y a pas de quête. Autrement dit, c'est la quête qui fait le Graal. Alors la quête du héros, peut-être la quête aussi des non. lecteurs. Non, justement, je crois que ce n'est pas un mythe héroïque. Pour ma part, je découvre aussi cette littérature que je mets d'ailleurs en parallèle avec certaines déclarations de Jung, à savoir que, bien sûr, ce sont des chevaliers. Bien sûr, ils se comportent comme des chevaliers, c'est-à-dire comme des guerriers. On tue, on taille l'adversaire en morceaux, etc., etc. Et on fait ça au péril de sa vie. Donc il y a toute une dimension héroïque. Mais tous ces romans montrent le passage de la chevalerie terrestre à la chevalerie céleste. Oui, le véritable héros est spirituel. C'est ça, c'est plus un héros. Ouais. Et comme dans l'Odyssée d'Homère avec Ulysse, que le premier Ulysse, c'est un fléau des villes, qui utilise la ruse pour en fait anéantir Troie à l'arrivée. Oui. Et puis le deuxième Ulysse, il est guidé par Athéna, il est en quête de quelque chose qui est immatériel. Si tu veux, il y a de ça, effectivement. Effectivement. Donc, ces romans nous parlent d'une transformation intérieure que tous n'accompliront pas d'ailleurs. Certains resteront en chemin. Lancelot renoncera à la quête parce qu'il ne veut pas renier son amour pour Guenièvre et que c'est la condition. Ouais, le sacrifice. Sine qua non. Oui, mais bon. Donc chacun des personnages s'engage dans cette aventure avec un enjeu personnel qui n'est pas le même pour tous. Et à partir de là, on assiste à leur mutation intérieure. Alors, bien évidemment, le Graal existe indépendamment d'eux. S'ils partent quêter le Graal, c'est bien parce qu'il existe. Mais ça n'est pas une chasse au trésor, c'est ce que j'ai surtout voulu montrer. Ce n'est pas une chasse au trésor parce qu'il ne s'agit pas de posséder un objet. C'est pour ça que toutes les affabulations, qui détient le Graal, est-ce que c'est le secret de sa fortune, etc. Oui. Ça, on est dans l'imagination. Où est-il caché? De quelle nature est-il? Est-ce que les Templiers le possédaient? Est-ce que les Cathares l'ont possédé? C'est ridicule tout ça, parce que c'est pas le problème. Le Graal, c'est un miroir. C'est un miroir qui te renvoie une image de toi-même et de ta capacité à partir à sa recherche et à te transformer au fur et à mesure que tu avances vers lui. Mais ce n'est pas du tout un objet que l'on peut convoiter. Après, peut-être que les humains ont besoin d'un objet du désir pour se mettre en mouvement. Oui, mais ce n'est pas un objet du désir. Mais ce n'est pas un objet, c'est au-delà toujours oui, justement, c'est ça. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, justement, alors j'en viens à l'imaginal, et c'est pour ça d'ailleurs que Corbin parle si souvent du Graal dans ses écrits, c'est que les chevaliers évoluent dans un espace-temps qui est à mi-chemin du monde réel et de l'autre monde, ce que les légendes celtiques appellent l'autre monde, qui est un monde peuplé de fées, d'esprits, etc. Et qui est symbolisé par l'île d'Avalon, l'île mythique d'Avalon. Ce qui veut dire que la quête du Graal se situe en fait dans un espace imaginal, entre ceci et cela. C'est un espace de transformation. C'est un espace dans lequel on ne sait pas vraiment ce qu'on va chercher. Ils le disent d'ailleurs, c'est ahurissant. Donc il y a une part d'aléatoire qui est tout à fait fascinante,
Il y a des châteaux qui apparaissent, puis qui disparaissent, donc ils ne savent plus où ils sont. Mais ils vont rencontrer une demoiselle qui va les mettre sur la voie. Donc si tu veux, c'est un espace-temps fracturé au sein duquel il faut chercher à s'orienter. Et donc, et c'est parsemé d'épreuves aussi, effectivement, bien sûr. Mais ce qui est fascinant justement là-dedans, c'est que on est déstabilisé par rapport à ces repères ordinaires. Oui, oui. Voilà. Donc, on s'est focalisé sur le récit de Chrétien de Troyes, qui est magnifique. pour toutes sortes de raisons d'ailleurs qui sont bonnes, elles sont légitimes. Et sur le fait que, justement, Perceval est ce naïf, cet enfant élevé dans la forêt par une mère veuve, qui craignait de le voir devenir chevalier et de le perdre, puisqu'elle avait déjà perdu 2 fils et son mari. Et c'est une figure de l'innocence qui s'achemine vers une forme de connaissance. Et la scène fameuse au château du roi pêcheur, quand il voit passer le Graal, la lance ensanglantée, les tailloirs d'argent, et il ne pose pas les bonnes questions. C'est-à-dire, en fait, l'histoire du Graal, je dirais pas que ça se réduit, ce serait pas le cas, mais c'est une question, c'est un apprentissage aussi de la présence d'esprit. Être présent au bon moment pour poser la bonne question. Et là, à ce moment-là, c'est sa valeur d'initiation. Or, c'est justement ce que Perceval n'est pas capable de faire. Et sur cette idée magnifique, d'ailleurs, dont je pense qu'on devrait particulièrement méditer actuellement, où le monde va si mal, c'est que cette incapacité à poser les bonnes questions, à être présent au bon moment, c'est ce qui est à l'origine, non pas de la maladie du roi pêcheur, parce que cette maladie a des causes différentes, qui sont d'ailleurs variables selon les récits, mais c'est la tergaste, c'est-à-dire que le royaume du roi pêcheur est atteint par une mélancolie, par une maladie, si tu veux, qui est très proche de la nigredo des alchimistes. Simplement, on ne sait pas, là, si la transformation sera possible, ou bien si le royaume va sombrer dans un état de mélancolie terrible, de stérilité. Donc c'est au fond une leçon sur la fécondité spirituelle. Il n'y a pas de fécondité spirituelle, il n'y a pas de santé, il n'y a pas de guérison, s'il n'y a pas une présence d'esprit. Ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est immense. Apprendre la présence d'esprit, c'est-à-dire à la fois une sorte de, comment dirais-je, d'anonymat, en tout cas c'est pas une attitude centrée sur le moi, mais plutôt sur le soi, comme dirait Jung, et simplement regarder ce qui est, être capable de regarder ce qui est, parce qu'en fait, justement... Ou ce qui est donné à voir par l'intercession aussi de l'imagination. Parce que si c'est un regard simplement, en fait, on pourrait dire objectif de la raison sur le plan fonctionnel, parce que par exemple dans le roi pêcheur, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il tire une ligne de fond. Il est en train de pêcher, donc il tire une ligne de fond vers les profondeurs. Et c'est peut-être par cette connexion avec les profondeurs que remontent des contenus qui petit à petit vont en fait prendre forme et qui pourront là être captés et intégrés par cette présence d'esprit dont tu parles. Mais s'il y a pas d'ouverture à un autre plan que celui dans lequel on fonctionne, donc il faut bien qu'il y ait un déclencheur. Et pour ça c'est important, je pense que le travail qu'a fait justement Gilbert Durand, puis aussi Corbin, dont tu parleras, parce que je rappelle que ton intervention s'intitulera « Entre le sensible et l'intelligible, le monde imaginal selon Henri Corbin et les mystiques persans ». Et il y a un livre très important de Corbin qui s'appelle « L'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi », qui est une mine d'exploration justement de l'importance de l'imagination.
si cette faculté-là n'est pas réactivée, on est aveugle à d'autres plans. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, si tu veux, je crois que, et là, on ne peut que rendre hommage à Gilbert Durand, qui a été Et qui a redonné toute sa place à l'imagination. C'est ça, parce que le travail du Durand dans les années 60 a été, qu'est-ce que je dis, 60, oui, 60, 70, il a publié sa thèse sur les structures anthropologiques de l'imaginaire, puis l'imagination, le petit livre au PUF. Ah oui, qui est très très efficace. Qui est voilà, c'est un condensé tout à fait de l'imagination symbolique. Oui, on peut commencer par ça d'ailleurs pour Tout à fait. Mais si tu veux, il faut bien voir que, alors, en philosophie, dans le champ philosophique qui était celui de Durand et qui est le mien, l'imagination était complètement déconsidérée. Voilà. On peut dire en simplifiant que les philosophes, à quelques rares exceptions près, avaient évacué l'imagination comme étant contraire à la raison. Oui, et n'étant pas du tout une faculté de connaissance. Non, absolument pas. Donc, on n'est pas. Durand partait, j'ai employé parler d'une tergaste, on peut dire que de ce point de vue-là, la culture occidentale s'était considérablement appauvrie. Oui, asséchée. Asséchée, et qu'il y avait tout un pan de la culture qui était déconsidéré. Bon. Donc, Durand a fait, de ce point de vue, un travail remarquable de pionnier en réhabilitant ce versant de la culture occidentale énorme, considérable, qui était complètement évacué par les philosophes, à quelques exceptions près. On peut citer Ricoeur, qui s'était beaucoup intéressé au symbole. Le fameux article de Ricoeur sur le symbole donne à penser avait été un point de départ. Bon, mais globalement, il y avait Bachelard, bien sûr, Bachelard, le maître de Durand. Bachelard était son directeur de thèse. Bergson, peut-être aussi, d'une certaine façon, dans une moindre mesure. Dans une moindre mesure. Disons que Bergson avait réhabilité l'intuition, ce qui pouvait être une voie pour réhabiliter l'imagination. Enfin, bon, tu as raison, Bergson est de ceux qui, en tout cas, n'ont pas cédé à la tentation de tout réduire à une raison résonante, extrêmement appauvrissante de ce point de vue-là. Et Corbin, il fait remonter la catastrophe, je crois que c'est le terme qu'il utilise, oui, au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, oui, en Occident. Bon, mais si tu veux, je crois qu'en termes simples, c'est ce qu'on peut dire. Donc, Durand s'est attaché essentiellement aux structures de l'imaginaire, c'est-à-dire pour montrer qu'il y avait des gestes types qui eux-mêmes étaient à l'origine de ces fameuses structures qu'il qualifie de diurnes et de nocturnes, selon qu'elles sont plutôt enveloppantes ou cassantes, si on peut dire. La structure diurne est plutôt dualiste, ou bien qu'elles sont synthétiques, c'est-à-dire qu'elles associent les deux. Bon, donc Durand a fait un travail qui s'apparente de ce point de vue-là au structuralisme, même si il se distingue beaucoup de Lévi-Strauss, par exemple, avec qui il était en débat et ils n'étaient pas du tout d'accord sur justement ce contenu que Durand a restitué à l'imagination. Ce qui veut dire que, si tu veux, Durand se distingue de Corbin en ce que il n'a pas, lui, exploré ce que Corbin nomme l'imaginal, même si il s'en est approché. Il est resté dans le cadre de l'imaginaire, mais un imaginaire qui est, de par la nature des images et de par la fonction de ces images, est une voie d'accès à l'imaginal. Mais ils ne sont pas quand même sur le même terrain, même s'ils étaient très proches sur bien des plans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au lieu d'être de purs produits de notre imagination, au sens de l'imagination fantastique, les images sont porteuses de sens, et à cet égard, elles sont symboliques, mais elles sont aussi porteuses d'une dynamique vitale
existentielle qui nous en apprend sur nous-mêmes, que ce soit d'un point de vue psychologique, à travers la psychologie des profondeurs de Jung, essentiellement parce que Freud a réduit quand même le symbole, il en a appauvri, enfin, il n'en a pas vu toutes les composantes, il a quand même eu tendance à réduire ça à la dimension sexuelle des images symboliques. Donc, si tu veux, Durand a réhabilité l'imagination en tant justement qu'elle nous enseigne quelque chose, qu'elle nous introduit à un univers auquel nous n'accéderions pas sans cela. Et cet univers est en particulier celui de la création artistique et de l'expérience spirituelle. Parce qu'en fait, ça le déploie aussi, cet univers. Oui. C'est ça aussi qui est intéressant. On peut c'est que c'est pas simplement réception et projection, oui. C'est aussi, en fait, c'est une alchimie, hein, c'est-à-dire que celui qui capte se transforme avec les éléments et peut-être se transmute, hein, oui. avec ces informations et cette substance en fait qu'il investit. Quelque chose se manifeste. Alors, parce que là, il y a cette idée comme point culminant de ce que peut apporter l'imaginal, la dimension théophanique. Est-ce que tu peux nous en parler, ou peut-être qu'on en parlera plutôt au festival? Il faut pas, je veux dire, là on brûle un peu les étapes. Je crois qu'il faut d'abord insister sur le fait, moi je préférerais parler avant, parce que bien sûr il peut y avoir une manifestation de la divinité. Théophanie, c'est ça, c'est une apparition. Oui. Ou de la transcendance, quelque chose qui nous transcende. Oui, mais ça, si tu me permets, ça va un peu rapidement au fait même, au sommet de cette expérience. De façon plus modeste, on peut dire que certaines images nous parlent. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue qui s'instaure avec ces images, surtout si, dans les rêves ou bien dans le processus que Jung a nommé l'imagination active, surtout si ce sont des personnages. Et ces personnages, Corbin en parle aussi, chez Jung, c'est notre âme qui se manifeste à travers les images et qui nous parle et qui nous demande de ne pas l'oublier. Donc, ça peut être l'anima au sens de la présence du féminin, si on est un homme, ou l'animus si on est une femme. Donc, si tu veux, je crois qu'il faut insister sur le fait que ce passage de l'imaginaire et de l'imagination vraie, mais une imagination vraie qui se déploie vers l'imaginal, eh bien, on peut dire qu'il y a toujours ce qui se produit à travers les images, ce sont des événements de l'âme que nous n'aurions pas vécu si nous en étions restés simplement au langage ordinaire, à la perception ordinaire, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose qui nous interpelle, si nous savons l'écouter, évidemment, et qui nous interpelle au sens de ce que Corbin nommait la métaphysique et l'impératif, c'est-à-dire « fais, ne fais pas », va, etc. Donc ce sont des sollicitations pressantes qui vont toujours dans le sens soit d'une exploration de l'inconscient, dans la perspective jungienne, soit d'une quête spirituelle. Mets-toi en route. Hein, voilà. On retrouve ça chez Annick de Souzenel aussi, à travers l'écriture hébraïque. Donc il y a une puissance dans ces images qui nous... Réveille-toi, hein, mets-toi en route, va vers toi, etc. Et c'est en ce sens que l'imaginaire devient l'imaginal, c'est-à-dire un espace entre le sensible et l'intelligible, un espace de transformation. Et cet espace de transformation a évidemment quelque chose à voir avec l'alchimie. Tu vois pourquoi tout ça se recoupe? Pourquoi ce passage de l'imaginaire à l'imaginal, c'est ce qui se produit dans la quête du Graal, c'est ce que se produit dans les récits dont parle Corbin,
récit de l'exil occidental, le chant de la perle, etc. Et justement, ce type de passage, ce type d'expérience appelle la narration. Et là, on n'est plus dans la philosophie conceptuelle. On est dans le roman, au meilleur sens du terme. On est dans le récit initiatique. On est dans le poème, dans la mesure où ce poème, l'Odyssée, c'est un poème, voilà. Donc on est dans une autre dimension. Et c'est bien pour ça que le besoin de raconter se fait jour aussi, tu vois, de raconter ce qui est arrivé. Le livre rouge de Jung, c'est ça, c'est le récit de cette aventure incroyable qui lui est arrivée, le jour où, effectivement, il a été confronté à ces figures de l'inconscient qui ont bouleversé sa vie. Donc le livre rouge, c'est comme les romans du Graal, un espace de type imaginal, un espace-temps. Tu vois, c'est pour ça que moi je me refuse à parler de l'imaginal, soit qui ne serait qu'une espèce de super imaginaire, tu vois. C'est-à-dire dans l'imaginaire, on verrait des images plus ou moins séduisantes, captivantes, etc. Et puis dans l'imaginal, on verrait des super images, des images qui resteraient fantastiques, mais sur un autre plan. Non, l'imaginal, c'est un espace-temps intermédiaire qui est un creuset de transmutation. Il y a une herméneutique réductive, ça aussi c'est dans le petit livre de Durand. Ce que Durand, l'herméneutique réductive, c'est-à-dire, Durand parle beaucoup à cet égard de l'interprétation freudienne des rêves, c'est-à-dire qu'une fois que tu as déchiffré, tu fais quoi avec ça? C'est-à-dire, admettons, tu as déchiffré, tu as compris que derrière tel objet, il y avait que tel objet était en fait un symbole sexuel. Ok, admettons que ce soit vrai. Et puis, tu en fais quoi? Bon. Donc il y a une herméneutique, si tu veux, qui exhume du sens, mais sans plus. C'est un déchiffrage, c'est-à-dire en fait, il y avait quelque chose de caché, et puis c'est plus caché. Transcrit dans le champ de la compréhension. Tu inverses, le caché devient le visible. Ouais. C'est pas toute la différence qu'il y a justement entre l'exotérisme et l'ésotérisme. Ça correspond pas à deux. Ça c'est autre chose encore. Non. Ouais. Non. Mais tu as une herméneutique que Durand qualifie de instaurative. C'est-à-dire qu'elle ne se contente pas d'exhumer un sens caché, à supposer qu'il ait été caché, volontairement ou pas. Elle engage un processus. C'est-à-dire que par la lecture que tu fais, non seulement tu rends ce que tu expliques vivant, tu le rends présent. Mais à partir de là, il y a quelque chose qui se met en marche pour toi et pour le lecteur ou l'auditeur. Oui, c'est opératif en fait. Oui, si tu veux. Il y a un déploiement. Oui, on peut dire ça aussi comme ça. Ce qui veut dire que l'herméneutique ainsi entendue instaure et restaure quelque chose. Ça veut dire qu'elle fait revivre un sens et elle le remet en circulation. C'est bien pour ça que, effectivement, et c'est exactement ce qui se passe dans les romans du Graal, si tu veux. Il y a quelque chose qui a été perdu et qui ne circule plus. D'où le caractère mélancolique, dévasté. Alors, est-ce que ça a été perdu ou c'est juste finalement, c'est juste relégué? Parce que par exemple dans le patrimoine, moi je oui, relégué, du patrimoine, en fait quand on commence à relire, en fait l'autre plan se réouvre. C'est-à-dire qu'il n'était pas perdu, il était là, mais absenté. Et par la lecture, on peut le réouvrir et se retrouver dedans. Non mais après, effectivement, il faudrait savoir ce qu'on met exactement derrière le mot perdu. Oui. Est-ce que c'est perdu à jamais? Est-ce que c'est occulté? Est-ce que c'est ce que tu viens de dire, absenté, voilà. Oublié, relégué, etc. Voilà.
Après, il y a toute une déclinaison des formes de la perte. Mais tu vois ce que je veux dire par perdu, c'est-à-dire on n'y a plus accès. Voilà. Et effectivement, il n'y a qu'une herméneutique de type instaurative et restauratrice qui peut remettre ce sens en circulation. C'est la fonction du symbole, mais à condition que le symbole soit ne soit pas dégradé en image codée. Le symbole, c'est pas une image codée, tu vois. Il ne faut pas qu'il soit fantasmé non plus, le symbole. Ou fantasmé. À ce moment-là, il perd sa valeur symbolique. Et puis même, il peut, à ce moment-là, induire en erreur. C'est-à-dire qu'on peut lui faire dire plus que ce qu'il propose comme information. Oui. Et après, on peut mystifier aussi. Bien sûr. Voilà. Oui, c'est pour ça que la démultiplication actuelle des images est plutôt inquiétante que rassurante, en ce sens que ce matraquage de l'image aujourd'hui fait qu'on n'a plus le temps de capter l'information en portant une attention. Voilà, c'est ça, de lui prêter l'attention qui convient. Ça passe trop vite. Et de se mettre en disposition d'entendre ce qui est dit. Et puis il y a beaucoup d'images qui sont des fantasmagories du sujet ou de la communauté des sujets. Bien sûr. Et justement, après ton intervention, dont je rappelle le titre, Entre le sensible et l'intelligible, le monde imaginal selon Henri Corbin et les mystiques persans, je pense que pendant cette conférence, tu nous définiras très précisément ce que c'est que l'imaginal, et comme ça on aura une base de départ pour nos autres interventions. Et après toi, il y a ma fille qui travaillera justement sur les pathologies de l'imaginaire. L'imaginaire en tant que tel renvoie au pathos, parce que l'imaginaire, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière pathologie, il y a pathène. Donc l'imaginaire, les images qui ne sont pas simplement des purs produits de la fantaisie, nous engagent à ressentir. Et parfois très violemment. Parce que l'image a un impact que n'a pas le concept, évidemment. Donc, dans l'image, il y a un potentiel pathologique, il faut bien le reconnaître. Ce qui veut dire que la vie imaginaire porte un risque en elle-même, le risque d'une inflation ou d'une déflation, peu importe. Elle porte ce risque. Mais ce n'est pas en la supprimant, comme la rationalité a cherché à le faire, qu'on va conjurer ce risque. Je veux dire que dans des travaux de Durand comme de Corbin, on voit bien qu'il ne s'agit pas de censurer, d'occulter, mais qu'il s'agit de trouver une régulation. C'est-à-dire que de traiter aussi les images, pas simplement les produire. Durand a bien montré que chaque structure de l'imaginaire, diurne, nocturne ou synthétique, comporte sa propre pathologie. Et que par conséquent, il y a une santé ou une maladie de l'imaginaire, comme il y a une maladie de la raison, parce que la raison peut être malade à partir du moment où elle se transforme en raisonnement tordu, ou justement où elle refuse, raisonnante, comme c'est beaucoup le cas. C'est ça, où elle refuse tout ce qui n'est pas elle. Donc, c'est bien important, et c'est pour ça que c'est une question très importante, celle des pathologies de l'imaginaire. Il faut pas, si tu veux, on ne peut pas opposer l'imagination à la raison en inversant les choses, en disant l'imagination c'est la vie, c'est la santé, ça nous ouvre des perspectives, et puis la raison, non, c'est plus compliqué que ça. L'imagination en elle-même, dans la mesure où justement elle nous confronte à des images puissantes, comporte le risque d'un dérapage, de dérapage divers. Donc, il y a toute une thérapeutique, je dirais, de l'imaginaire. C'est le propre de l'analyse, c'est le propre de la psychologie des profondeurs, de nous apprendre justement à réguler ça, tu vois. Oui, puis la complémentarité justement des facultés que nous avons. C'est-à-dire que la raison, elle peut permettre l'intégration. Bien sûr. C'est la complémentarité des types, des fonctions psychologiques chez Jung, par exemple. Bien sûr. Donc il faut se garder de renverser simplement la vapeur en disant « Ah, l'imagination nous sauve justement des maladies de la raison. » Oui, à condition qu'elle ne développe pas elle-même ses propres pathologies.
Oui, il y a toujours le risque de la bascule, d'un excès vers un autre. Absolument. Quoi. Et on a Et c'est tendance pour à ça- répéter l'histoire par ces... C'est pour ça que l'alchimie est une régulation extraordinaire. Le solvay et coagula, et tout est dans cette formule. Ouais. À savoir que c'est une pondération permanente, c'est une rééquilibration permanente. Eh bien, je pense qu'on va rester sur cette magnifique phrase. Et puis, on attendra ton intervention qui aura lieu le 5 juillet pour poser donc